Je donne maintenant la parole à Yves Frégnac, directeur de recherche émérite au CNRS. Yves. Le monde des sciences et des machines incarne l'ambition de l'homme à explorer des mondes inaccessibles. Et à l'ère de l'Internet des objets connectés, la machine acquiert un statut nouveau qui est celui d'imiter, remplacer, augmenter les performances du cerveau humain, peut-être à son insu. L'homme restera-t-il maître de ces machines? Je commencerai mon exposé par une légende rapportée par Camille Flammarion en 1888 dans son traité sur la forme du ciel. La gravure illustre le récit d'un naïf missionnaire du Moyen-Âge au retour de ses multiples tentatives de découvrir les limites du paradis terrestre. Le pèlerin raconte avoir rencontré un certain point où le ciel et la terre ne sont pas soudés, lui permettant ainsi, en pliant ses épaules, d'admirer au-delà le ciel de l'Empyrée. Alors, cette légende, réinterprété par Ebb Fetz, qui est un pionnier dans les années 70 des interfaces cerveau-machine et qui a le très joli titre de Awakening, la situe dans un contexte différent qui est celui de la question philosophique des relations entre cerveau et esprit, the mind and body problem. Pour Ebb Fetz, la conscience du soi émerge des interactions neuronales corticales et échappe au corps-cerveau pour appréhender la réalité du monde qui nous entoure. Une version actuelle de ce questionnement, proposée en particulier par les mouvements transhumanistes, est de remplacer le monde réel par un monde virtuel, reconstruit in silico par des ordinateurs mis en communication directe avec l'organe de nos pensées et court-circuitant notre environnement. Donc, s'agit-il vraiment d'augmenter l'esprit ou plutôt de nous asservir définitivement à une économie de marché dictée par les GAFAM? Alors, je commencerai d'abord par un récit chamanique sous la forme d'une allégorie philosophique inspirée de la caverne de Platon. Le narrateur est en fait Henry Markram lors d'une conférence TED en 2009. Le public enchaîné sont les neuroscientifiques et les faiseurs de politique européenne. Le soleil est remplacé par un cerveau, biologique ou virtuel, et les ombres du public se projettent sur les murs de la caverne, qui sont ici les murs de visualisation de l'EPFL, où on peut montrer les différentes images liées à l'exploration du cerveau. Pour aller un petit peu plus loin, ces images traduisent des singularités dans la structure morphologique des composants élémentaires du cerveau, et tirant parti en fait des travaux de Caral, qui, à l'aide de la méthode de Golgi, a vu des formes se répéter et caractériser différentes classes de neurones. Le groupe de Henry Markram et d'autres ont pu ainsi classifier les neurones à l'intérieur du cortex, et à partir d'un millier d'enregistrements in vitro et de reconstruction par ordinateur, sont arrivés à reconstruire une colonne virtuelle de neurones ressemblant à des neurones biologiques et ayant des règles de connexion s'apparentant à celles du vivant. Bon, ces éléments sont appelés par Caral et aussi par Henry Markram comme étant les papillons de l'âme. De la même manière, on peut s'intéresser aux patterns d'activité qui semblent caractériser l'architecture du cortex et du cerveau. Et ceci est manifestement vu, par exemple, lors de l'injection de mescaline ou lors de céphalées, où vous voyez apparaître des formes qui, en fait, sont le reflet d'états paroxysmiques à l'intérieur de votre cerveau. C'est un peu comme une coloration de Golgi, mais au niveau fonctionnel, où certains patterns d'activité réguliers sont élevés à l'état de conscience. De la même manière, dans les simulations de neurones de Henry Markram,
on a pu dégager des formes illusoires, c'est-à-dire temporaires, transitoires, qui apparaissent et qui correspondent à des graphes actifs qu'on peut arriver à caractériser dans des espaces de dimensions très élevées, de 11 ou 12 dimensions. Et ces structures fantomatiques, ces châteaux de sable, comme les appelle Henri Markram, seraient en fait la traduction de ce que fait le cerveau en fonctionnement. Alors, puisqu'on veut simuler, et on nous dit que c'est possible de simuler le cerveau numériquement en 10 ans, on doit s'interroger d'abord sur l'adéquation entre l'ordinateur, donc une machine de von Neumann, capable normalement de faire des calculs de Turing, et le cerveau. Les machines classiques, comme celle d'IBM utilisée par le Blue Brain Project, sont basées sur une information digitale de 0 et de 1, alors que le cerveau, lui, utilise une information mixte à la fois digitale et analogique. Évidemment, les potentiels d'action, ces événements de type tout ou rien, 0 et 1, sont propagés par les axones, sont retenus comme essentiels par la plupart des modélisateurs, mais il faut se rappeler qu'il y a des processus dendrodendritique, des processus de glie et de neuromodulation qui sont complètement analogiques. L'architecture sérielle ou parallèle est maintenant simulée très correctement par les ordinateurs et correspond au fonctionnement mixte à l'intérieur du cerveau, où les circuits feed-forward et le parallélisme de calcul prédominent. La logique des ordinateurs de von Neumann est une logique synchrone avec une horloge centrale et un incrément temporel, alors que dans le cerveau, on a à la fois des horloges internes, une multitude, des resettings de phase par les stimulations externes, mais un régime en général qui est asynchrone irrégulier, qui est lié au fait que les vitesses de propagation ne sont pas les mêmes dans toutes les fibres du circuit. Et les règles de plasticité nous montrent que aussi bien la synchronie que l'asynchronie affectent les gains synaptiques du réseau. Apparemment, l'ordinateur est une machine déterministe, mais elle peut simuler des processus stochastiques. Et le cerveau peut être vu de deux manières, comme un système déterministe ou comme un système stochastique, avec évidemment le problème du bruit, de l'activité de fond du cerveau, qui contient peut-être la mémoire de ce système dynamique. Donc le point de vue en termes de calculatoire, c'est que la machine de von Neumann a une intelligence qui est exprimée dans son software, donc qui est indépendant du hardware, alors que pour le cerveau, les deux thèses coexistent, celle du fonctionnalisme, de l'autonomie symbolique, et celle d'une cognition située où la pensée procède du corps et ne peut être séparée de ses composantes biologiques. Mais le point le plus frappant qui fait la différence entre les deux types de machines et de cerveau, c'est la consommation d'énergie. Pour faire fonctionner de manière réaliste un neurone avec des ordinateurs IBM, genre ceux de l'EPFL, il vous faudra 250 MW, c'est-à-dire une centrale nucléaire, alors que votre cerveau travaille avec une puissance de 20 watts. Cette métaphore est résumée dans ces deux points de vue, l'un de Steven Pinker et l'autre de Francisco Varela. D'après Steven Pinker, le cerveau est un ordinateur neuronal digital, une machine de Turing, dit-il, produite par l'évolution. Et en fait, la méthode de calcul correspond à un parallélisme beaucoup plus important et donc un nombre d'itérations de traitement plus faible. Francisco Varela, lui, représente les théories de l'énaction et des systèmes complexes dynamiques. Il nous dit qu'on ne peut pas comprendre la cognition si on l'abstrait des processus biophysiques microscopiques qui procèdent à l'émergence de la pensée et les interactions non linéaires entre ces variables microscopiques. Et on retrouve maintenant une nouvelle forme d'informatique avec des ordinateurs cognitifs, avec des réseaux récurrents qui en fait font l'utilisation du calcul continu analogique, donc ce n'est plus du tout les machines de Turing, dont l'efficacité, les performances pourraient dépasser celles des machines de Turing et finalement se rapprocher de celles du cerveau.
Alors maintenant, on va regarder comment l'intelligence artificielle a impacté le domaine de la simulation et de la compréhension du cerveau. On démarre évidemment de l'intelligence artificielle forte aux alentours des années 1956 avec le colloque de Dartmouth où la plupart des grands noms de l'époque, cybernéticiens et informaticiens, nous disent qu'on pourrait très bien faire une demande à l'ERC avec 2 mois de travail et 10 postdocs extrêmement bien choisis pour essayer de simuler par une machine tous les aspects de l'apprentissage et de l'intelligence humaine. Bon, vous savez très bien que 60 ans plus tard, on n'est pas du tout dans ce type de prédiction. Et donc, l'informatique, l'intelligence artificielle est passée par une période d'hiver en 1973 avec le Lightning Report. Mais, à partir des années 80, on a vu une renaissance de l'intelligence artificielle qui s'est traduite en fait par l'utilisation de machines plus performantes et des convergences de simulation liées à des algorithmes extrêmement efficaces d'apprentissage, de machine learning, et d'apprentissage profond dans des réseaux à couches. Et Yann Lequin nous parlera justement de ces réseaux convolutionnels à couches dans son exposé cet après-midi. Quel est l'impact sur les sciences du cerveau? En fait, l'impact a été d'abord dans trouver des fonctions d'approximation universelle à partir d'encapsulage de réseaux à couches. Et les exemples les plus classiques sont se trouver dans le cas du système visuel, dans la classification d'images, mais également dans le système auditif et plus récemment le système olfactif. Et ce qui est frappant, c'est la relation, la corrélation qu'on peut trouver entre les modèles, la structure des modèles de deep learning les plus performants et la structure biologique des systèmes corticaux responsables de la vision, par exemple, des objets. Donc vous voyez ici rétine en haut, rétine, thalamus, de gauche à droite, les aires visuelles primaires, V1, V2, ensuite V4, et ensuite les aires temporales. On va traiter des informations de bas niveau dans V1, V2, des traits, et dans les zones temporales, on va avoir des détections de visage. Et donc, dans les modèles de deep learning, on trouve des modèles encapsulés qui, en fait, reproduisent chacune des stations de travail, V1, V2, V4 et l'inférotemporal. Mais il faut quand même mettre en perspective ce genre de corrélation, dans la mesure où on peut, avec ce type de modèle, arriver à avoir un approximateur universel. Il suffit d'avoir le nombre de couches, le nombre de neurones, d'unités cachées que vous voulez, et les bonnes non-linéarités des intégrateurs, des neurones formels, et la description sérielle du traitement de l'information des réseaux dits feed-forward encapsulés est troublante dans la mesure où elle incorpore des règles de normalisation, par exemple, qui aboutissent à l'équivalent de connexion latérale dans le cerveau, et les algorithmes d'apprentissage de rétropropagation jouent le rôle, en fait, de connexion réelle, de feedback à l'intérieur des systèmes sensoriels. Alors maintenant, passons au grand challenge de simuler le cerveau, et à tout seigneur, tout honneur, donc à Jerry Edelman et Izikevich, une des premières représentations de la dynamique en mode ouvert, c'est-à-dire sans rétroaction de l'environnement, d'un cortex ayant un nombre important de neurones, plus du million, des types physiologiques différents, des systèmes multicompartimentaux de neurones et un grand nombre de synapses. Et le point qui est assez intéressant ici est de voir en rouge les neurones excitateurs, en noir les neurones inhibiteurs, et vous voyez des vagues de propagation qui se superposent à l'activité asynchrone du réseau. Et en fait, quelques années plus tard, on a pu observer, par colorant sensible au potentiel, ces vagues de propagation, ce qui veut dire que c'est compatible en termes de fonctionnement avec celui d'un cerveau, mais ce n'est pas, bien sûr, un cerveau. Et ces travaux sont tout à fait dans la ligne des travaux du Blue Brain Project,
où, grâce à l'alliance avec IBM et le High Performance Computing, Henry Markram a établi des lignes d'industrialisation de neurosciences qui allaient être reprises dans le monde, de manière à construire, par des algorithmes génétiques, des circuits réalistes sur le plan biologique. Le principe important, c'est celui du reverse engineering, où en fait on va d'une description macroscopique à une étude approfondie moléculaire et cellulaire et synaptique, et à partir du niveau le plus bas, on remonte l'échelle de Marr de manière constructionniste pour aller des molécules et des cellules à l'esprit. Bon, et jusqu'à présent, évidemment, vous n'êtes pas sûr que vous allez retrouver le système de départ, vous allez trouver effectivement un système qui y ressemble. Ce projet, le Blue Brain Project, a été allié avec le Human Brain Project, auquel j'ai participé, en tout cas dans les phases premières, avec un représentant illustre qui est Richard Frakowiak ici, sur l'imagerie et la médecine personnalisée, Karl-Heinz Mayer, qui était le guide neuromorphique de l'entreprise, et Henry Markram, évidemment. D'autres projets, parus un peu plus tard, comme celui du BRAIN, initié par Obama, ont choisi une cible beaucoup plus technologique, qui est d'enregistrer, trouver des moyens d'enregistrer tous les potentiels d'action. Et ce genre d'approche de force brute a eu un certain succès, en particulier dans des organismes simplifiés, ou peu évolués, comme, mettons, le poisson zèbre, qu'on peut rendre, par des techniques que je ne vais pas développer, transparents, et où vous pouvez visualiser tous les événements rapides, calciques et les potentiels d'action simultanément. Et allié à des contrôles extrêmement paramétrés du comportement, ce qui est facile chez le zebrafish, on peut arriver à construire des modèles extrêmement réalistes, donnant un nouvel éclairage sur les circuits sensorimoteurs chez les zebrafish. L'ancêtre de tous ces travaux reste quand même le Allen Institute, qui a commencé en 2003 à développer deux modèles en parallèle, le modèle de la souris et le modèle de l'homme, en utilisant des approches très, très parallèles à celles du Blue Brain Project, avec cette description multi-échelle des composants représentant le cerveau, et en s'attachant à reconstruire d'abord le connectome, c'est-à-dire les relations, les couplages entre les différentes aires et les différents neurones, et en focusant leur effort pour essayer de comprendre d'abord la diversité génomique et fonctionnelle de l'hippocampe, avec des méthodes remarquables comme le programme Clarité, et des études extrêmement poussées du système visuel de la souris. On peut discuter le choix de cette modalité chez la souris, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont créé un observatoire où, à l'aide de procédures expérimentales extrêmement stéréotypées, où les mêmes personnes font les préparations, les mêmes personnes font l'électrophysiologie, et où il y a un seul ordonnateur qui peut être, par exemple, Christophe Corr, on va avoir deux types d'imagerie, des imageries à 2 photons et des imageries avec des sondes permettant de capter les signaux électriques qui permettent d'enregistrer sur toute la colonne, donc qui permettent de faire des enregistrements denses à l'intérieur de la structure, et en mettant en parallèle ces deux types d'enregistrements, vous avez une description, par exemple, des différentes aires du cortex activées par une myriade de stimuli. Alors, les stimuli peuvent être choisis dans le monde des ingénieurs, comme des entrées de Fourier, des impulsions de Dirac, du bruit dynamique, ou bien elles peuvent être des images naturelles, et dans certains cas, c'est la coquetterie de Christophe Corr, des films d'Orson Welles. Le résultat est ambigu dans la mesure où énormément de ces neurones se révèlent être non visuels, alors qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de neurones visuels. Dernier projet que je voulais citer était le projet macroscopique du Human Connectome Project, commencé en 2009, et qui allie en fait des techniques d'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle,
de l'imagerie de tenseurs de diffusion et de la magnétoencéphalographie, et qui permet en fait de construire des connectomes, soit anatomiques, soit fonctionnels, entre les différentes aires corticales. Le résultat des courses, c'est des produits qui sont généralement montrés sous forme d'atlas. Donc vous avez les atlas du Human Brain Project, du Mindscope du Allen Institute, en C le connectome, et tout ça ressemble fortement à une cartographie du monde qui aurait été annotée avec différentes modalités sensorielles ou perceptibles. Évidemment, ces atlas peuvent être multi-échelles, ils renseignent sur le détail de neurones, par exemple, chez la drosophile, ou de façon surprenante dans le claustrum de la souris, où Corr dit avoir vu un neurone conscience dont l'axone s'enroulerait 3 fois autour du cerveau. Et vous avez des connectomes reconstruits, comme celui de la mouche du fruit, qui sont absolument remarquables. Au niveau macroscopique, en imagerie humaine, vous avez ces territoires représentant différentes modalités d'intégration multimodale, vous avez la multiplicité des aires du langage, et vous avez un résultat assez extraordinaire, qui est celui en particulier de Jacques Galland, mais Neurospin fait exactement le même genre d'approche, où en enregistrant des humains qui écoutent une narration relativement complexe, vous pouvez arriver à cartographier des contenus sémantiques sur les régions où les voxels ont été actifs. Et donc, ce qu'on trouve, par exemple, en rouge, c'est des voxels qui vont être actifs lors des relations sociales. Donc, quand on entend le mot femme, mari, maîtresse, épouse, vous aurez ces zones rouges qui vont apparaître, qui vont être multiples sur la surface du cerveau, aussi bien dans les aires occipitales, où se trouvent les homoncules de Penfield sensoriels, que sur les aires frontales ou motrices, où il y a d'autres homoncules qui sont normalement rapportés. Donc ce sont des représentations multiples qui rejoignent en fait le point de vue de Henry Markram, qui dit en gros, nous voyons un univers avec ce genre d'instruments, et il faut prendre les coordonnées du cerveau et les projeter dans un espace perceptif. Et là, c'est exactement l'inverse qu'on fait. On colle l'espace perceptif sur une représentation qui est phrénologique. Voilà. Bon, alors là, maintenant, je vais, dans les minutes qui suivent, passer aux mégasciences et économies de promesses. Les économies de promesses sont construites autour d'un processus scientifique ou industriel dont la justification n'est pas basée sur la science ou la technique, mais sur les promesses elles-mêmes. Donc il y a un aspect de circularité, méthode Coué, qui fait que ce sont des approches qui sont non falsifiables, et il faut comprendre qu'en sciences du cerveau, une grande partie des projets qui ont été présentés ont une composante qui est basée sur les économies de promesses. Et là, je vais faire un parallèle avec l'exposé précédent, en disant, si on compare avec la course à la Lune, un projet de mégascience, bon, à part le fait que la motivation était politique, la promesse a été remplie. C'était d'avoir des hommes qui marchent sur la Lune. Dans le cas du projet de séquençage du génome humain, l'objectif principal était un objectif technologique qui a été rempli. Il existe une autre strate de ce qu'on pensait obtenir avec ce séquençage qui n'a pas été rempli, qui est guérir les maladies, en raison de l'importance de la dominance des facteurs épigénétiques. Et ce que HBP et BBP prennent souvent, c'est la comparaison avec le CERN, et là, ça souligne en fait la différence entre le statut de la théorie en sciences du cerveau et en physique. En physique, vous avez une instrumentation qui est au service de la théorie et qui coévolue avec. En sciences du cerveau, malheureusement, il n'y a aucune théorie dominante. Et donc, vous avez un univers de big data qui, pour le moment, reste purement phénoménologique et basé sur des atlas et des images. D'ailleurs, quand le Human Brain Project a été présenté en 2011, lors de la compétition entre les différents projets de flagship futurs, Henry Markram a présenté un poster qui, en fait, relève de l'imagerie de la science-fiction. Vous voyez
Capitaine Henry, qui est en fait donc Captain Kirk de Star Trek, aux commandes d'un neuroscope, et c'est ce qu'on vous offre comme guide du projet futur. Et on s'aperçoit que ce n'est pas simplement propre au Human Brain Project, c'est propre au Mindscope du Allen Institute, et même Stanislas Dehaene le dit lui-même, on explore avec un télescope le cerveau comme une galaxie. Et vous voyez à droite la représentation, pas forcément de l'homme, mais d'une souris, sur laquelle de nombreux télescopes dans le monde se sont braqués. Et évidemment, ça nous renvoie à un imaginaire qui date de, par exemple, 1950, avec la marque jaune de Blake and Mortimer, où le docteur Septimus utilise des interfaces cerveau-machine pour contrôler un homme, lire ses pensées et lui dire de faire de mauvaises choses. Le deuxième aspect du discours dans la défense des projets, c'est la croissance exponentielle, qui est basée sur une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui n'est pas une loi physique ou mathématique, qui est en fait une loi du marché industriel. C'est le marché industriel qui décide à quelle vitesse ils vont faire évoluer la densité de composantes et leur performance sur une chip, et de manière à augmenter, évidemment, le nombre d'opérations par seconde. Et c'est ce type de tendance exponentielle qui est repris par Ray Kurzweil dans sa théorie de la singularité, où il dit, voilà, nous avons, dans le graphe de droite, une croissance exponentielle de l'intelligence, entre guillemets, des machines, qui un jour va atteindre celle, alors je ne sais pas comment il la calcule, mais en tout cas il la calcule, celle de l'humanité tout entière, de l'ensemble des cerveaux de l'humanité. Ça va se croiser en un point précis, et là les mathématiciens risquent d'être un peu surpris. À partir de cette extrapolation continue, on crée une catastrophe, et cette catastrophe, c'est la singularité, qui tombe en 2023 dans les premiers calculs de Kurzweil, et qui a été rectifiée de manière raisonnable, repoussée vers 2046-2050 par la suite. Donc, ces théories ont eu un impact énorme qui a été, dans les neurosciences translationnelles, de nous faire passer d'une logique thérapeutique de réparer le cerveau, utilisant une intelligence artificielle faible, à une logique méliorative d'augmenter le cerveau avec des affirmations du genre on va guérir la mort et la vieillesse. Bon. Alors, je vais aller très rapidement sur des critiques qui me paraissent très importantes à mettre en perspective, et peut-être que je ne parlerai pas de la dernière partie, c'est pas grave. Miguel Nicolelis nous dit, de toute façon, le premier problème, c'est que le cerveau n'est pas une machine de Turing. Il rejoint dans son argumentation celle de certains mathématiciens, comme par exemple Ashford Lee ou Copeland, et il remarque que le cerveau est un ensemble d'éléments qui interagissent ensemble, se modifient et sont en croissance, et il est naturellement impossible de refaire du reverse engineering de la méthode, avec la méthode choisie, qui, elle, est une photo prise à un instant T du développement du cortex. Donc, le point le plus grave, c'est le fait que si nous branchons sur notre cerveau des interfaces cerveau-machine à la Elon Musk, on risque d'avoir des résultats extrêmement dramatiques. Nous allons devenir les imitateurs imparfaits de nos machines, et en fait, nos cerveaux vont s'adapter, c'est eux qui vont s'adapter, pour reproduire le fonctionnement et les biais, c'est moi qui rajoute, de ces entités artificielles qui sont connectées. Donc imaginez que la puce de Musk, comme Musk nous le disait, soit capable d'analyser l'espace visuel beaucoup plus vite que vous ne le faites. Et que vous branchez également un bras artificiel qui réalise des mouvements impossibles. Que va-t-il se passer? On sait, d'après les homoncules de Penfield, que le cortex, si je le mets à plat, répartit ces unités de travail en fonction de l'utilisation que vous faites, que le corps fait de sa représentation. Et donc, que le cerveau fait de la représentation du corps. Et donc, vous allez avoir le risque que le bras artificiel prenant le dessus, certains territoires qui ne sont plus utilisés disparaissent, sont repris par les algorithmes, et pour Elon Musk, vous allez perdre l'usage des yeux,
Et au bout de quelques générations, vous allez devenir ALS. Et il y a des expériences en biologie qui vont dans ce sens-là. Donc, tout ceci pour dire que là, on est en train d'appauvrir le répertoire biologique, changer le hardware et donc déshumaniser. Donc là, si j'ai 1 minute, juste une image. La technoneuromique des GAFAM essaye de nous enfermer justement dans un monde de réalité virtuelle, dans un Internet d'objets où le cerveau est considéré comme un objet. Et là, vous voyez que les projets que j'ai montrés présentent des cartes corticales, des domaines qui sont des lieux de neuromarketing que peuvent s'attribuer les GAFAM, et que si on prend l'exemple extrême de Facebook et de Elon Musk, vous avez un système clos que l'on peut décrire comme un assistant qui ressemblait à un golem, et évidemment, il suffit en changeant de nom de détruire ce golem pour que nous revenions en fait à nos images, nos rêves, que j'ai présentés dans la première diapositive. Et là, si je peux dire encore juste un mot, peut-être que nous sommes sur la mauvaise voie. C'est-à-dire, le cerveau a été présenté de différentes manières par Aristote, par Descartes, et Stanislas Dehaene dit lui-même, c'est un ordinateur tout à fait particulier, que nous ne comprenons pas. Et il se peut qu'on soit en train de faire une erreur historique dans la métaphore cerveau-ordinateur, du même ordre de celle de Descartes dans le cerveau-machine et d'Aristote dans le refroidissement de nos émotions. Merci.